should take it slow. Très bien, madame, monsieur, bienvenue. C'est la nouvelle semaine. Nous tendons vers la fin du mois et un mois rempli de bonheur. Un mois où je pense que le mois d'avril passera avec tout le monde parce que les fonctionnaires ont eu des problèmes. Plusieurs personnes qui travaillent ont eu des problèmes. Nous vous souhaitons que les mois qui vont venir, que ce soit quand même la lumière. Nous allons donc aujourd'hui échanger sur plusieurs questions sur l'accord RDC-Rwanda. Combien d'accords il y a eu et quel sera l'impact de cet accord? Parce que notez bien qu'il y a eu une interview que le chef de l'État américain a donnée et qu'il salue bien évidemment cet accord. Quel impact qu'il y aura? Nous allons parler d'un dossier chaud. C'est le dossier de construction Zando. Nani ya yibi mbongo ya bakinois? Nani ya yibi mbongo ya Zando? Ngobila, est-ce que Kalamingite, il va être interpellé, avoir des problèmes avec la justice? Parce qu'aujourd'hui, Ngobila Gentini a bien évidemment tenu un point de presse. Donc, ça sent qu'il y a Anguille sous roche. Mais les de Godin Poyi m'inquiète. Le pasteur Godin Poyi, là où vous êtes, le pasteur Godin Poyi, votre silence m'inquiète. Vous avez des verbes faciles, vous connaissez très bien ces dossiers-là, parce que vous nous avez chanté nuit et jour sur plusieurs médias que les marchés Zando finira. Nous avons le mois de décembre, on a dit décembre 2025, 2024 ou 2023, mais si on recherche quelques des interviews du pasteur Godin Poyi, on verra que Zando finira. Est-ce qu'il y a eu escroquerie ou pas? Dossier Matata Mpogno. Vous savez que Matata ne s'est pas présenté, mais le ministère public a demandé ou requiert 20 ans de prison ferme pour Matata Mpogno. Et qu'en plus, nous allons essayer d'en parler. Est-ce qu'il y a acharnement ou réellement Matata Mpogno doit répondre à la justice? Mais vous savez, il y a un secteur important, l'enseignement. Nous allons en parler parce qu'aujourd'hui, tout le problème que nous avons, vous êtes en face d'un Congolais, vous parlez avec, mais il ne vous comprend pas. C'est l'enseignement, c'est l'instruction et c'est l'éducation. Quelle est la politique majeure que nous devons orienter sur ce secteur? Première question, ça sera ça. Mais aussi, quel angle ou quelle personne habilitée doit être à la tête de cet enseignement? Nous, vous avions dit les prouesses qu'il y a eu avec l'actuel ministre. Mais est-ce que c'était sur 10? Est-ce qu'elle a pu avoir 5 ou elle est entre 4 ou 3? Nous allons parler sur toutes ces choses. Voilà pourquoi j'ai l'honneur de recevoir il est communicateur qui se respecte en tant que tel. Il est président d'un parti politique, mais il est aussi jeune et amoureux de son pays. Il est à l'Union sacrée. Il s'appelle donc Prince Kinana. Prince Kinana, bienvenue. Merci beaucoup, cher Désiré. Cher Didier, désolé. Non, mais Désiré, ça veut dire aussi Didier. Ah, okay. Quand tu me confonds avec mon ami et confrère Désiré, c'est mon nom. Je vous salue. Je salue tous les Congolais qui vont nous suivre de par le monde. L'équipe technique de la famille PES Télévision. Laissez-nous penser à nos frères qui sont dans l'Est de la péninsule du Congo, ceux qui vivent les atrocités de ces pantins marionnettes de Kagame, ces Congolais de basse classe qui ont voulu congoliser cette agression rwandaise, ceux qui ont voulu faire asseoir la domination rwandaise sur la terre de nos ancêtres, ceux qui ont accepté qu'il y ait un massacre à Goma, qu'il y ait une tuerie des enfants à Bukavu, que les chefs coutumiers soient tués dans l'Est et qu'il y ait une déportation de la population rwandaise. Celui qui dirige la ville de Goma était un Rwandais de souche. Okay. Donc nous saluons, nous les rappelons à la résilience, mais aussi à la résistance. Ces Congolais qui se sont appropriés l'article 63 de la Constitution, les Ouazalendo résistants, mais aussi les FARDC, nous les invitons à pouvoir reconquérir nos territoires. Okay. Parce que c'est un droit et un devoir sacré.
de défendre l'État jusqu'au sacrifice suprême. D'ailleurs, la charte des Nations Unies, voire l'acte constitutif de l'IA, reconnaissent ensemble la légitime défense. Le Rwanda est chez nous. Voilà. Pour que Goma tombe, il y a eu plus de 10 000 troupes rwandaises qui se sont retrouvées à Goma pour qu'il y ait un massacre. Ça fait plus de 30 ans que cette question persiste. On doit en finir. Nous sommes de cœur avec eux, mais nous saluons les efforts gouvernementaux qui se sont faits dans les Maïndombe, avec les conflits entre les Teke et les Nounous. Mais nous en appelons aussi au renforcement de l'autorité de l'État pour qu'on inhibe, qu'on phagocyte le conflit interethnique Teke et Yaka, pour que la paix et la quiétude règnent à travers ces grands conflits. Très bien. Première question. Vous êtes à l'Union Sacrée. Hein? Je ne peux même plus vous présenter parce que vous êtes un habitué de ce plateau. Mais est-ce que vous avez failli sur des questions sécuritaires? Parce que vous dites bien que le Rwanda nous attaque, mais il fallait organiser l'armée, il fallait sécuriser les Congolais, chose que vous n'avez pas fait. Est-ce que vous acceptez cet échec? Le chef de l'État a fait de la sécurité publique l'un de ses piliers phares de son programme gouvernemental, mais la sécurité fait partie des missions régaliennes de l'État. Si Félix Antoine Tshilombo et nous avions failli en matière de sécurité, cela n'est que la résultante, la suite logique de ce que nous avions trouvé. Vous savez que nous avons hérité d'une armée multinationale, fruit de mixages et brassages. L'armée comparable au système immunitaire dans les corps humains. Lorsque le système immunitaire a failli, c'est le corps tout entier qui est exposé à plusieurs maladies. Toutes ces poches d'insécurité, tous ces conflits et autres, cela n'est que la résultante de la faiblesse dans l'armée. Voilà pourquoi le chef de l'État a fait de la réforme de l'armée son cheval de bataille. Mais une question qui perdure il y a de cela 30 ans ne peut pas se résoudre en 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Ça doit prendre combien d'années? Non, cela doit prendre un peu de temps, dans le sens d'abord de phagocyter cette insécurité, mais aussi de travailler à réformer l'armée. Or, au moment où nous nous sommes adonnés à travailler dans la réforme de l'armée, la recrudescence de l'insécurité s'est encore accrue dans le permettre cette technologie, dans les zones de forte tension. C'est-à-dire que ces voisins belliqueux qui se sont évertués dans des hégémonies exceptionnelles ne nous ont pas laissé le temps à pouvoir travailler pour un essor remarquable aux yeux de tous les Congolais qui ont jeté l'air dévolu en la personne du président de Félix Antoine Tshilombo. Donc, si Tshisekedi a failli avec la sécurité, c'est parce qu'on ne lui a pas laissé une armée dissuasive. Quand est-ce que l'armée est dissuasive? C'est lorsque les casernes, c'est-à-dire les conditions sociales de militaires et policiers sont au zénith. C'est lorsque les militaires ont une bonne formation, c'est lorsqu'il y a une bonne logistique, c'est lorsque les moyens financiers sont vraiment bien quantifiables. Mais l'Institut de recherche de paix à Stockholm vous dit que Félix Antoine Tshilombo est le premier président qui a connu la RDC à avoir misé un grand budget dans les secteurs de l'armée. Mais si ces grands budgets ne produisent rien, ça ne sert même à rien que vous puissiez en parler. Vous savez, lorsque le chef de l'État avait émis les diagnostics disant que le pays était déjà dans le gouffre ou dans les abysses, il ne mâchait pas les mots, il ne balbutiait pas ses lèvres. Mboka ici, il parlait de tous les secteurs. Il a parlé du Congo dans tous ces secteurs. Il a aussi dit qu'il a trouvé une armée organisée, structurée. Il a parlé de l'armée organisée, structurée. La structure, c'est la composition. C'est-à-dire qu'il a trouvé une armée déjà structurée, dans le sens qu'on pourrait retrouver la force terrestre, la force aérienne, la force navale et autres. Mais a-t-il dit qu'il avait trouvé une armée dissuasive? Telle est la question. Maintenant, il nous revenait à nous, parce qu'on partage la gestion avec lui, de pouvoir doter aux Congolais une armée dissuasive, une armée forte qui devait nous défendre et défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Très bien. Maintenant, c'est une question qui perdure parce que cette armée étant multinationale, c'est une armée à loyauté partagée. Nos ennemis, ces voisins belliqueux, nous ont infiltrés. Pas seulement dans l'administration, pas seulement dans la vie nationale, mais nous sommes infiltrés dans un secteur clé qui est celui de la sécurité. Un aveu d'échec? Non, ce n'est pas un aveu d'échec. Nous sommes en train de vous poser un diagnostic qui est réel et les Congolais le savent. Or, sans sécurité, on ne peut pas parler de développement. Là où il y a l'insécurité, on ne peut pas parler. Là où il n'y a pas la paix, on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de projets et autres. Voilà pourquoi le chef a trouvé que, comme on dit en smart power, lorsque la diplomatie
Lorsque vous n'avez pas une puissance militaire, vous pouvez attaquer le soft power qui est la diplomatie, la voie douce. C'est dans cette logique qui s'est lancée pour pouvoir résoudre cette question qui perdure il y a de cela 30 ans, où nous comptons plus de 18 millions de morts, plus de 207 fausses communes, des millions de femmes violées, des déplacés internes et puis tout ça. Très bien. C'est une question que nous allons résorber d'ici là, parce que nous y travaillons. Je n'ai pas posé cette question pour rien. Je voulais bien vous entendre parler. Aujourd'hui, il y a un accord signé aux États-Unis. Je pense même qu'un accord qui est aujourd'hui parrainé par les États-Unis. La question qu'on se pose, est-ce que c'est une signature de plus? Est-ce que cet accord va produire à quelque chose? Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu un tête-à-tête à Doha entre Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. Il y a eu même des pourparlers à Doha entre les rebelles, les groupes rebelles que vous aviez dit que vous ne négocierez pas avec. Je me rappelle encore Prince Kinana qui disait il n'y aura pas de négociation avec les patins. Bah, finalement, vous êtes à la table de négociation, mais il y a eu un accord. Est-ce que nous pouvons y croire ou pas? Le peuple congolais, dans son ensemble, doit retenir ceci. Kinshasa n'a jamais réfuté les dialogues. Et il faut les noter en gras. Okay. C'est pour cela qu'il y a eu le processus de Luanda, dialogue État-État, mais aussi le processus de Nairobi, c'est-à-dire dialogue ou concertation entre la République du Congo et les groupes armés. Mais c'est par mauvaise foi du Rwanda qui voulait continuer à massacrer le peuple congolais, qu'il appela les M23, ses pantins, ses marionnettes, pour venir prendre Bunagana. Ils ont fait capoter les processus de Luanda. Okay. C'est comme ça qu'on avait dit qu'on ne négocierait jamais avec les pantins, mais on aimerait travailler ou négocier, nous concerter avec les marionnettistes, le metteur en scène qui est Paul Kagame. Kinshasa n'a jamais réfuté les dialogues. Mais, dialogue ou pas, il est recommandable en relation internationale de négocier ou de nous concerter dans des conditions recommandables. Ok. Parce que qui dit dialogue voit concession. Justement. On ne pouvait pas maintenir les statu quo dans les centres secondaires latins, aller à Jacques comme si le sort s'en était jeté de la question dans l'Est, où à chaque fois, le Rwanda devait vassaliser le Congo en déportant ces sujets dans le gouvernement, dans les services de sécurité, dans l'armée à travers les brassages et mixages et autres. Oui. Il fallait que les chefs de l'État nous évitent le brassage et le mixage. Exactement. En résolvant cette crise d'une autre façon. Et l'accord va résoudre... En évitant le brassage et le mixage, nous préservons non seulement l'intégrité territoriale de notre État, mais aussi l'intégrité de notre armée, parce que l'armée doit être un service de nobles, de Congolais, qui doivent venir répondre à cet appel patriotique, volontairement, être recrutés et formés. Parlant de l'accord, oui. C'est quoi les contenus ou de la déclaration de principe. Oui. Parce que cette déclaration de principe n'est qu'un avant-projet. C'est un vœu de tension. C'est-à-dire que les deux États, d'abord il faut reconnaître que dans cette crise, les États ou les régulateurs du droit international se sont lancés à résoudre cette crise sous deux voies. Il y a la voie formelle, ou les voies formelles, et les voies informelles. Par principe de subsidiarité, tout conflit doit être d'abord résolu au niveau local, régional, sous-régional et autres. Ok. C'est comme ça que l'UIA nous a amené le processus de Luanda. L'EAC nous a amené le processus de Nairobi, avec le dialogue entre la RDC et les groupes armés. Oui. Mais hormis le processus de Luanda et celui de Nairobi, il y a Doha, où les mines du Qatar... Il faudrait noter Luanda et Nairobi, où ces processus ont échoué. Non, ces processus n'ont pas tellement échoué. Mais ces processus ont eu des blocages. Ils n'ont pas donné un résultat adéquat. Ils n'ont pas donné un résultat escompté. C'est comme ça que le MIR du Qatar, par rapport aux relations qu'il entretient avec les deux chefs d'État, avec le sanguinaire Paul Kagame et le président de la République démocratique du Congo, le chef d'État Félix Antoine Tshilombo,
c'est lui-même constitué un médiateur pour résoudre ces conflits. D'abord, il faut noter ici que les Qatar s'est beaucoup investi au Rwanda. L'aéroport, c'est les Qatar. Les avions rwandais, les Qatar à départ là-bas. La raffinerie qui a été sanctionnée, c'est les Qatar. Lorsque cette question a été portée au niveau international, vu qu'au niveau régional, il n'y a pas eu de résultats escomptés, et que la RDC, dans son soft power, en a appelé au régulateur du droit international, il y a eu des mesures disciplinaires, des mesures coercitives, que nous appelons des sanctions, qui ont été données à l'encontre du Rwanda. Ces sanctions avaient pour but de ramener Kagame sur le droit chemin. Les droits de la paix, de la concorde, et les droits de... sur la voie, pacifiste. Justement. Chose qui n'a pas... Comme il y a eu des mesures contraignantes. Oui, Kagame qui ne comprend pas cette démarche. Ça ne lui a pas épargné parce que même ses pairs lui ont sanctionné. La résolution 2773. Parce que la question dans l'Est était une question, avant Tshisekedi, et c'était une question où le Rwanda s'est présenté comme la victime pendant qu'il était le bourreau. Vous dites que la communauté internationale l'a sanctionné, alors que ces sanctions-là ne pèsent à rien. Attendez, non, ces sanctions ont pesé sur la balance. Vous avez vu Kagame insultait même tous ces régulateurs du droit international qu'on appelle la communauté internationale, dit qu'il aille s'en foutre parce que lors des de la dernière commémoration de cette fameuse génocide qu'il a commercialisé, il n'y a eu aucun chef d'État du monde venu assister. Pendant que c'était un rendez-vous de haute facture. Lui qui se faisait passer pour le bourreau pendant qu'il était la victime. Tshisekedi a détruit ces mensonges, cette ruse, cette victimisation. Il a fait voir à la communauté internationale, c'est lui qui tue. Vous le soutenez à cause de 800 000 morts. Mais pendant que chez nous, il y a 18 millions de morts. Et que c'est toujours lui. Même s'il a toujours eu prétexte sur l'FDLR, même s'il a toujours eu prétexte sur une minorité Tutsi qui serait marginalisée au Congo, mais il tue chez nous. Alors les sanctions ont commencé à tomber. Après des enquêtes, bien sûr. Le Conseil de sécurité a condamné. La Grande-Bretagne qui portait le Rwanda a condamné. L'Allemagne a condamné. La Belgique a rompu même les relations diplomatiques. Il y a la Suisse. Tous les autres pays, tous les autres États ont condamné. L'émir du Qatar a vu ses intérêts économiques être en danger. Il se propose en un médiateur. Kinshasa qui n'a jamais réfuté les dialogues, parce qu'il faut dire ici que les dialogues restent la meilleure solution irénologique pour résoudre... Non, mais Kinshasa a réfuté les dialogues avec les M23. Les M23. Kinshasa voulait d'abord négocier, vider la question kagamienne. Vous pensez que cette question est vidée? Oui. Il fallait parler avec le chef. Il fallait parler avec le chef avant de parler à ces sujets. Parce qu'ils ne doivent qu'obéir au maître. Comme on le dit dans la Bible, il faut frapper les bergers et puis les brebis vont se disperser. C'est comme ça que le président de la République s'est rendu disponible en allant à Doha. Les deux chefs d'État, Kagame se sentant coincé diplomatiquement. Même si les terrains des opérations, il a l'avantage, mais sur le plan international, il n'avait plus la dynamique externe. Sur le plan diplomatique. La dynamique externe ne lui appartenait plus. Cela a été redevenu une question congolaise. C'est-à-dire que toute cette communauté, les régulateurs du droit international se sont rangés du côté du Congo. Il était contraint d'obéir et de respecter ces mesures contraignantes. Très bien, mais l'accord... C'est comme ça qu'il y a eu la rencontre de Doha entre le président de la République Félix-Antoine Tshilombo et Paul Kagame. Très bien, mais dans la rencontre entre le gouvernement congolais et M23 n'était qu'une suite logique de ce qu'il y a eu entre les deux chefs d'État. Maintenant, les États-Unis d'Amérique, le Congo a compris que la question dans l'Est revêtait non seulement un contour géopolitique mondial, c'est-à-dire les multinationales qui ne voulaient pas traiter le jour avec le Congo, qui utilisait un État proxy, un État parasitaire, qui est le Rwanda, parce que Mobutu avait déjà compris depuis que le Rwanda avait un problème de sol, le Rwanda avait un problème du sous-sol, le Rwanda avait un problème des ressources minières. Pour éviter qu'il devienne un voisin belliqueux,
ils créèrent, lui avec Abiyarimana et les autres, la CPGL, la communauté d'État du pays des Grands Lacs. Le pays des Grands Lacs. Il céda même Gisenyi, qui est une terre congolaise, au Rwanda. Il y a eu la ZELCAF et autres. Voilà. Mais comme nous avions eu un président sanguinaire, hégémonique, il a été utilisé par c'est président? C'est Kagame. C'est Kagame. Parce qu'avec Abiyarimana, l'Est du Congo était pacifié. Voilà. La concorde régnait, la quiétude y régnait. Donc Kagame aime voir les sangs couler. C'est comme ça que Ou soit encore c'est sa politique. le chef d'État a compris que d'une manière géostratégique, nous détenons la réserve mondiale de lithium, la réserve mondiale de coltan, la réserve mondiale du pyrochlore, les massacres de Kishiché. La plupart des ressources minières rares se retrouvent chez nous. Et que si ces gens ne viennent pas traiter avec nous le jour, ils utiliseront cet état parasitaire qui vit aux dépens de nos minéraux. Parce que le Rwanda est comparable à l'amibe. Il vit aux dépens de minéraux de la RDC. Voilà pourquoi il est allé proposer dans le cadre du soft power que les États-Unis d'Amérique, étant une puissance économique mondiale, mais aussi militaire, viennent non seulement dans un partenariat gagnant-gagnant, exploiter nos ressources. Vous pensez que ça sera gagnant-gagnant? Ça, c'est ce que vous pensez. Mais alors, alors, si ça n'était pas gagnant-gagnant, dans cette déclaration de principe, on n'allait pas retrouver la reconnaissance de la souveraineté du Congo commun. Très bien, Preskinan. Mais on parle, dans l'accord, on parle de plusieurs points, notamment les retraits des troupes étrangères pour nous et pour le Rwanda, ainsi de suite. Mais à quand la matérialisation? C'est ça le problème. À quand l'exécution? Pendant que, lorsque nous voyons cet accord-là, les combattants qui sont sur le terrain, les Wazalendo, comprennent qu'il y a un accord et qu'ils jettent l'éponge ou ils font un cessez-le-feu. Mais à quand est-ce que les Rwandais vont comprendre et retirer ces troupes? Toutes les démarches diplomatiques menées par la RDC avaient comme résolution finale cessation des hostilités, retrait des troupes rwandaises. Avant, c'était comme des préalables jetés avant toute négociation. La déclaration de principe qui ne constitue qu'un avant-projet de l'accord qui va venir n'a fait que les condensés des résolutions prises ou des dispositions prises dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Cela s'est référé aussi de certains préalables ou de conditionnalités prévues dans le processus de Luanda, voire aussi celui de Nairobi. Très bien. Mais ces États, ces régulateurs du droit international doivent comprendre que Kagame n'a pas cette volonté de replier, de quitter les terres congolaises. Il a beaucoup à perdre. Il veut négocier en position de force. Voilà pourquoi les FARDC, eux aussi, vu que la légitime défense est reconnue mondialement, à travers tous les textes qui régissent les organisations tant régionales qu'internationales, ils doivent, eux qui ont la mission de défendre l'intégrité territoriale, c'est de défendre les populations. Très bien. Ils ne peuvent pas laisser les bas à cause de déclarations qui ne constituent que de vaines détentions. Très bien. Donc nous disons aux Congolais qui se disent, par analphabétisme, que le chef de l'État aurait bradé les minéraux, c'est faux. D'ailleurs, nous sécurisons même nos minéraux. Au lieu que le peuple meure à cause de ces minéraux, nous les mettons en valeur à travers des exploitations qui profiteront dans des coopérations entre nous et les États-Unis d'Amérique. Très bien. Dossier minéraux, on va en parler peut-être dans des prochains numéros. Et puis, cette collaboration, ce contrat qui sera signé avec les USA, on va en parler. Preskinan, dossier Zando. On dit que Ngobila a fait de choses pour faire volatiliser de l'argent. Ngobila qui répond, qui dit que non, moi j'avais raison, j'ai fait un prêt et cet argent-là a fait des travaux. Mais ce que nous devons retenir, c'est que vous qui êtes de l'Union sacrée, vous qui êtes de la même famille qu'Ngobila, vous avez fait souffrir la population. Ces mamans-là qui vendaient sur leur table se sont retrouvées soit sur 24, soit je ne sais où, mais jusque-là, aucune suite. Qu'est-ce qui se passe dans ces dossiers?
Les Congolais doivent retenir que Gentini Ngobilambaka, l'ancien gouverneur de Kinshasa, n'a pas aidé la ville dans ses prérogatives lui dévolues à l'article 204 de la Constitution 1. Ah bon? Oui. Il n'a pas bien fait son travail. Il n'a pas bien fait son travail. Il a bénéficié d'une aide gouvernementale suffisante. Vous rappellerez que lors du mandat passé, le chef de l'État, reconnaissant que Kinshasa est le siège des institutions, a fait bénéficier Kinshasa de plusieurs projets du gouvernement central. Entre autres, le projet Kinshasa Zéro Trou, Kinelenda et puis Tchilejilo. Parlant des Andes, oui, nous implorons l'hôtel de ville, nous implorons l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ceux qui sont ces représentants du peuple quinois, de pouvoir revisiter ces contrats qui n'est rien d'autre qu'une escroquerie. Vous dites que c'est une escroquerie? C'est une escroquerie de la décennie. C'est un contrat purement léonin. Tenez. Ok. La ville de Kinshasa sous Gentini Ngobila veut reconstruire le marché central. Oui. C'est lieu de négoce qui sous l'impulsion du chef de l'État. Non, sous l'impulsion du chef de l'État, devait être rebâti. Ils se disent que la ville est beaucoup endettée, ils n'ont pas de moyens, ils partent trouver un parrain ou un mentor qui n'a que comme contribution sa crédibilité pour que la Sophie Bank emprunte à la ville près de 55 millions de dollars pour la construction du marché central. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise. La ville... Allons-y lentement. C'est-à-dire lentement, moi je vais emprunter l'argent. Voilà, la ville va emprunter chez quelqu'un qui n'a pas d'argent. C'est-à-dire que la ville veut... Quelqu'un qui est juste parrain. C'est-à-dire que la ville veut emprunter l'argent. Oui. Il y a quelqu'un qui vient comme parrain, comme commissionnaire. Voilà. Donc la ville ne peut pas pour amener la ville seule auprès de Sophie Bank. Oui. Et la Sophie Bank emprunte près de 55 millions pour qu'il y ait une construction du marché central que nous appelons SAD. Très bien. Mais qu'est-ce qui choque? Oui. La ville hypothèque la plus importante taxe, qui est la taxe de consommation. Okay. À chaque fois que les Quinois prennent de l'eau, de la bière... La taxe de consommation. Cette taxe arrive à mobiliser près de 800 000 euros. 800 000 Ils euros. vont constituer comme fonds de garantie dans un compte séquestre pour rembourser la dette prise au niveau de Sophie Bank. Ok. On lance l'appel d'offres. Ah, avant qu'on en arrive là, quand la ville, avant de contracter une dette, au lieu de partir directement à la banque, cherche un parrain, un commissionnaire, ces commissionnaires-là gagnent quoi et quelles accointances ils ont? C'est ça que j'arrive par là. Allez-y. Nous apprenons que lorsqu'il y a eu appel d'offres, il y avait une entreprise chinoise qui avait gagné l'offre de construire le marché central. Okay. Mais par familiarité, clanisme et rapprochement qu'il y avait entre le fameux parrain qui n'avait amené que sa crédibilité ou sa caution morale à la ville, s'est vu s'approprier ces marchés au détriment de l'entreprise chinoise. Nous parlons de l'entreprise Sogema. Donc les mêmes parrains s'est approprié encore la construction du marché. Voilà. Il vient comme parrain, il fait emprunter à la ville l'argent à la Sophie Bank, lui-même vient comme contractant pour construire les marchés. Ils disent qu'ils vont donner aux Quinois un marché central de 80 000 places. Oui. Ils disent que le coût s'évalue à 55 millions de dollars. Ils disent que le contrat s'évalue à 25 ans de remboursement, de gestion ou de congestion du marché. Oui. Mais ils violent toutes les prérogatives tant constitutionnelles que réglementaires. D'abord de 1. Dans le cadre d'un partenariat public-privé, cela doit avoir l'aval de l'Assemblée provinciale qui n'est rien d'autre l'autorité budgétaire de la ville-province. Mais comme il y a eu partenariat public-privé, il n'y a jamais eu de débat au niveau de l'Assemblée provinciale, ça casse déjà toute la procédure. L'Assemblée provinciale n'a
Donc pas validé. Il n'y a jamais eu de débat du marché central par rapport au contrat qu'il y a Kinshasa à Sogema au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais on a vu Godin Poyi en parler. Non, il en parle parce qu'il en tire profit. Godin Poyi en tire profit. Comment est-ce qu'il en a parlé? Il en a parlé en insultant la Cour des comptes. Oui, justement. Il les a traités de cons. Ils doivent bien s'informer. En les traitant de cons. Mais nous ne sommes pas d'abord au niveau de Godin Poyi. Oui. On dit au Kino, on va construire un marché central de 80 000 places. C'est faux. Le marché qu'ils nous ont donné, c'est à 10 000 places. Ce marché-là? C'est à 10 000 places. Le dépense qui s'évalue... Les places de 80 000, c'est 10 000 places. Les marchés qui s'évaluent à 55 millions de dollars, à ce jour, les dépenses effectuées atteignent déjà près de 90 millions de dollars. Oh, ne dites pas ça. Mais je vous informe. Il devrait y avoir 80 000 places pour 55 millions. Maintenant que le montant est déversé, il fallait qu'il y ait 10 Il y a eu des dépenses, mais on trouve que l'argent déjà utilisé arrive à près de 90 millions de dollars. 90 millions de dollars. C'est ce que je vous dis. Et ce qui choque est que l'entreprise chinoise qui avait gagné le contrat avait chiffré le projet Zando à 24 millions de dollars. Mais on refusa l'entreprise chinoise en donnant le contrat à Sogema. Mais qu'est-ce qui vient encore choquer? Donc on donne à celui qui demande beaucoup. Qu'est-ce qui vient encore choquer? Dans le remboursement de cette dette, les recettes des Zando sont réparties de la manière suivante. 80% des recettes tant mensuelles que journalières reviennent à Sogema. Oui. Celui qui n'a rien apporté, pas même 100 francs, oui, il n'a apporté que sa crédibilité, il paraîtrait. Les parrains. Il n'a même pas apporté 100 francs, mais il bénéficiera de 80% du remboursement. Comment ça? Mais la ville-province de Kinshasa Oui. n'aura que comme 20% des recettes. Là, c'est pendant les 25 années. Pendant 25 ans. Et d'ailleurs, ça ne sera pas 25 ans. Ça peut prendre 40 ans, voire 50 ans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient parlé de 25 ans pour un marché central de 80 000 places. Oui. Maintenant que le marché est de 10 000 places, c'est-à-dire qu'on pourrait aller à un contrat qui va s'étaler sur 30 ou 40 ans. Mais ce qui vient encore choquer est que oui, la Sofibank, qui est le prêteur, voilà, devient encore actionnaire. Sofibank, qui a emprunté l'argent, devient actionnaire. Nous nous demandons par quelle magie. C'est un contrat léonais et familial. Et selon des investigations menées, Oui. la fameuse Sogema serait une entreprise gérée par, il semblerait, des sujets rwandais. Comment ça? Mais c'est ce que nous apprenons. Vous dites qu'il semblerait, donc vous n'avez aucune... C'est-à-dire que selon les informations de notre possession, les dirigeants de cette fameuse entreprise, ces fameux parrains, ceux qui avaient une crédibilité au Congo, Oui. dépassant la ville-province de Kinshasa, qui a cédé sa taxe de consommation en constituant un fonds séquestre ou une caisse de garantie à près de 800 000 euros. Déjà, ces jours, nous comptons dans ces comptes près de 35 millions de dollars. Mais cette entreprise serait une entreprise aussi rwandaise. Oui. Voilà pourquoi nous demandons à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, voire aussi au gouverneur Daniel Bumba, de pouvoir revisiter ces contrats qui ne profitent pas aux Kinois. Mais il va revisiter au nom en quelle qualité? Mais c'était en violation des principes et des lois du pays. Tout partenaire public-privé doit passer par l'approbation de l'Assemblée provinciale. Mais Bumba peut le faire. Il n'y a jamais eu de débat à l'Assemblée provinciale. Mais que les Kinois sachent. Daniel Bumba peut le faire. Oui, mais l'Assemblée provinciale aussi peut le faire. Mais aujourd'hui, on vient encore demander, nous apprenons à Daniel Bumba, un avenant au contrat de 11 millions de dollars pour construire le parking et la canalisation d'eau. Là, c'est Daniel Bumba. C'est pas Bumba, j'ai dit l'entreprise Sogema. Oui. Exige à Bumba un avenant au contrat pour débourser 11 millions de dollars afin de construire le parking, mais aussi la canalisation d'eau. Regardez la mauvaise foi de l'ancien gouverneur de Kinshasa. Ça, Qui a grave. associé plusieurs projets que nous allons dénoncer. Le projet ODEV, avec les éclairages électriques. Le projet Al-Barak,
Nous avions vu des voitures ici. On nous a chanté des voitures ici. Ngobila a amené des camions pour balayer, rendre la ville salibre. Oui. Où sont partis ces camions? Mais ça, il faut demander. La route de Elenguessa. Oui. Une route de 6 km. Mais qui nous a coûté 24 millions de dollars. C'est inacceptable. Ça c'est ce que nous devons, nous, vous demander. Ça, c'est ce que nous devons, nous, vous demander. Parce que je pense que si nous, vous le demandons, vous aurez des explications à donner au peuple congolais. Donc, Ngobila a mal géré. Non seulement mal géré, mais il veut hypothéquer l'avenir de Kinshasa. Ces contrats entre la ville et Sogema, oui, c'est un contrat à revisiter parce que ça ne profite pas à la ville-province de Kinshasa. Ok. C'est un contrat à revisiter. Nous devons revisiter ces contrats. À reprendre. À reprendre à zéro. Parce que comment comprendre que quelqu'un qui n'amène rien, quelqu'un qui n'amène même pas un 100 francs, oui, vous lui donnez 80% de départ? C'est inacceptable. Vous ne pensez pas qu'il y a de la mafia là à l'intérieur? Mais une mafia organisée. Il y a une frappocratie qui y règne. Sinon, vous allez voir Ngobila s'agiter à travers des points de presse. Il y a Godempo qui vient insulter la Cour des comptes. Ngobila est agité. Mais non. Qu'ils disent aux Kinois, y avait-il eu débat à l'Assemblée provinciale? Oui. Qui nous disent pourquoi c'est le ministre des Finances, Jean Goïmfouzi, qui avait fait le montage financier. Oui. Et pourquoi refusa-t-il que les Chinois fassent la construction des Zando à 24 millions? Il a préféré donner ces contrats à Sogema qui n'a rien amené à la ville à près de 55 millions pour qu'on y dépense. Aujourd'hui, nous comptons près de 90 millions. Pourquoi dans la répartition des recettes, on donne à la ville province de Kinshasa 20% et que cette fameuse Sogema doit gagner 80%? Il y a de l'escroquerie. Très bien. Nous invitons les élus de Kinshasa, tant nationaux que provinciaux, de pouvoir sauver la ville de Kinshasa. Notre avenir en dépend. Très bien. Vous comprenez donc cette histoire, mais demain, je peux vous assurer que nous allons recevoir, finalement, il est parfois chargé dans des programmes montants descendants, mais il nous a confirmé qu'il sera là demain. Patricien Gongo, il est ministre provincial de la Santé, Prévention et Hygiène. Donc, nous allons parler de toutes ces choses. Patricien Gongo, montrez-moi son image. Voilà, montrez-moi son image. Patricien Gongo qui sera notre invité demain. Nous allons parler de ce qu'ils ont trouvé après Ngobila. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé après Ngobila? Et toutes les questions que vous avez posées, je les garde. Et des questions que vous allez ajouter là, je vais encore les poser. Très bien. Nous sommes encore ensemble. Ça fait froid au dos. Comment est-ce que les gens peuvent s'organiser? Permettez que je lance un message à toutes les mamans qui s'attendaient à avoir des places à Zando. Justement. Nous vous informons que Zando n'a pas 80 000 places comme vous le suivez à travers des publicités montées sur Photoshop. Zando a 10 000 places. Mais Zando, qui devait être un lien de négoce, deviendra une terre de nantis. Parce que ces mamans-là, qui vendent des tomates, qui vendent des piments, qui vendent des oignons, n'auront pas 300 $, 400 $ pour payer et avoir l'étalage de 1 mètre. On exige aux gens de payer 400 $ avec une garantie de 7 mois plus 1. Par rapport à quoi? Ok. Le nombre de magasins. Ces magasins s'évaluent à combien? Or, Zando devait permettre aux Quinoises et Quinoises, parce que ce marché central a fait naître de ministres dans ces pays, a nourri des cadres dignitaires de ces pays. Très bien. C'est un dossier à suivre. Hein. Ngobila a fait un point de presse que nous allons évaluer et puis voir comment nous allons développer partie par partie et vous donner beaucoup plus d'éléments. Pourquoi est-ce que ça chauffe comme ça? Dossier Matata Mpogno, vous savez que la justice a finalement interpellé Matata Mpogno, mais Matata Mpogno ne s'est pas présenté à la haute cour
Vous savez qu'à part la Cour constitutionnelle, il n'y en a pas une autre. D'ailleurs, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne nécessitent pas d'appel ni de débat. Mais Matata, finalement, il n'est plus venu parce que l'Assemblée nationale s'est dit qu'il doit sauver et protéger les élus. Votre analyse par rapport au dossier, mais la question à poser celle-ci. Pourquoi l'acharnement contre la personne de Matata Ponyo? Il faut dire aux Congolais qu'on ne s'acharne pas sur Matata. Nous devons accepter que comme nous prenons tous l'état du droit, qu'il n'y ait pas d'impunité dans ce pays. Matata a géré, il doit être redevable vis-à-vis de ce peuple congolais. Au début, lorsque la population commençait à s'interroger sur Boukhanga Alonso, Matata lui-même avait écrit à l'IGF, je crois que c'était en 2021, oui, pour demander à l'IGF d'aller enquêter sur sa gestion au niveau de Boukhanga Alonso établit les responsabilités. Oui. Lorsque l'IGF va faire part de ses enquêtes, Matata n'était pas au pays. Il rentre en triomphalisme disant il vient ou il revient affronter la justice de son État, qui est la RDC. Lorsqu'il arrive, Matata avait un statut de sénateur. La Cour avait demandé à cette époque la levée des immunités auprès du Sénat, qui avait autorisé qu'on poursuive Matata. Le procès étant déclenché ou enclenché, nous arrivâmes tout près des élections. Par sa bonne foi, par sa bonté légendaire, le président du Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi président de la Cour constitutionnelle, le révérend pasteur Dieudonné Kamoleta, oui, avait permis à Matata de participer aux élections. Parce que les gens commençaient à politiser ces dossiers. Non, on veut écarter un candidat potentiel. Non, on s'en prend Matata par acharnement. La même Cour a autorisé Matata de participer aux élections, suspendant les projets pendant 6 mois. La même Cour que vous traitez d'acharner Matata aujourd'hui a permis à Matata de compétir, okay, avec sa candidature commerciale à la présidentielle qu'il vendit au profit de Katumbi, okay, mais aussi comme candidat député national. La même Cour a traité le dossier de Matata comme député national. La même Cour a validé le résultat de Matata comme un député national. La Cour a décidé qu'il y ait une reprise du procès. Elle ne pouvait pas demander encore la levée des immunités pour un dossier qui était déjà en cours. On ne pouvait plus demander la levée des immunités. Non, parce que lorsqu'on commençait ce procès, Matata avait un statut de sénateur et que sa chambre délibérante avait déjà autorisé qu'on le poursuive. Donc, cette histoire-là... Maintenant qu'il est député national, oui, si on veut demander qu'il y ait une levée des immunités du député Matata, c'est pour le fait qu'il commettrait comme député national. Mais il n'a pas commis ces faits-là comme sénateur. Non, écoutez, il n'a pas commis ces faits-là comme sénateur, il les a commis comme Premier ministre, oui, parce que la Constitution est claire, la Cour est le juge pénal, oui, du Premier ministre pour des faits commis dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Exactement. C'est-à-dire que ça peut être avant ou après. Oui. Mais cela lui trouve, lors du procès, lors du début de ces hostilités de procès, on le trouve avec une qualité, celui de sénateur. De sénateur. On respecte la procédure, on demande la levée de ses immunités parlementaires comme sénateur, le Sénat autorise. Où il a traité l'ancien président du Sénat, Bahati, de tout, nous connaissons l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas demander pour une même personne qu'il y ait une levée de plusieurs immunités. Exactement. Alors, moi, j'aimerais qu'on en parle pour que nous puissions comprendre. On a demandé la levée des immunités de Matata lorsqu'il était au Sénat. Aujourd'hui que la Cour a repris les dossiers Matata, parce qu'il faudrait noter que ces dossiers a été émaillé de plusieurs démarches de justice. C'est-à-dire la même Cour avait décidé qu'on ne peut pas juger Matata après et tout. Maintenant qu'on le trouve député national, on ne pouvait plus demander les immunités. Pourquoi?
Parce que les dossiers étaient en cours. Okay. On n'ouvre pas un nouveau dossier. Okay. On continue un dossier laissé en exergue. Okay. Le dossier est encore sous examen. C'est par la bonté de la Cour, je vous dis ici, par la bonté du président de Dieudonné Kamoleta, qu'il suspendit les projets à l'époque pour permettre à Matata de compétir aux élections. Okay. Par principe d'inclusivité. Okay. Pour éviter qu'on dise non, écoutez, on s'acharne, on veut s'acharner un candidat président de la République. Mais lui-même, il avait après dit que bon, la Cour était de bonne foi. Justement. Il était candidat, mais après, il a soutenu une autre personne. Nous nous étonnons par solidarité négative. Pourquoi nous appelons ça solidarité négative? Matata a géré tant de projets dans ces pays qui questionnent ou qui taraudent l'esprit des plusieurs Congolais. Le 5 mai 2014, l'Assemblée nationale autorise que le gouvernement décaisse 100 millions de dollars pour la construction des marchés modernes à Maluku. Demandez à Matata où sont partis ces fonds. Matata vous a géré le projet de la reconstruction de l'aéroport de Djili. Matata vous a géré le projet 1000 écoles. Boukangalonzo dont on est en train de parler ici. C'est-à-dire que la Cour devait ne pas régir une jurisprudence négative dans les cas de l'impunité. Il faut que ceux qui gèrent la République, parce que le pays est un bien commun, rendent compte. Il a géré plus de 200 millions de dollars dans les cadre des projets Boukangalonzo. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, où M. Victor Kamere, parce que l'Assemblée ne s'est pas prononcée, l'organe suprême de l'Assemblée nationale, c'est la plénière. Il n'y a jamais eu une résolution de la plénière demandant à la Cour de se rebiffer. M. Kamere, par solidarité négative. Solidarité négative? Oui. A voulu interférer dans un processus judiciaire en cours. Pendant que la solidarité parlementaire ou solidarité négative. Non, il s'est dit que parce qu'on veut empêcher à une institution ou à un pouvoir d'effectuer son travail. L'article 151 de la Constitution est clair. Nous allons lire cela. Allez-y. Pour le bonheur des Congolais qui nous suivent. Article 151 de la Constitution. Le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Le pouvoir, le président de la République, il fait partie aussi du pouvoir exécutif, malgré que lui-même est une institution. Très bien. Ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni statuer sur le différend, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Alinéa 2. Le pouvoir législatif, le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à une exécution. C'est ce que fait Kamere. Il veut s'opposer à l'exécution de la justice. Nous sommes les premiers à dire ici que la justice est malade. Nous sommes les premiers à déclarer la justice morte. Mais vous avez quelqu'un qui veut redorer l'image de cette justice. Nous avons quelqu'un qui veut combattre l'impunité. Mais non, par solidarité négative, on veut instaurer un régime d'impunité. Non, ça ne passe pas. Là c'est Vital Kamere. Oui, ça ne passe pas. Et d'ailleurs, il a menti à Matata. Moi, je vous dis que Matata sera arrêté. Oh, comment ça? Voilà pourquoi on parle de l'acharnement. Comment vous parlez d'une arrestation? Alors que... Mais Kamere a dit que non. Vous parler d'acharnement pour quelqu'un envers qui on a été bon, en lui laissant compétir. Il bouffe l'argent du contribuable congolais en tant que député national, c'est grâce à cette même cour. Bien qu'il a désisté comme candidat président de la République. Non, il n'avait pas désisté, il a vendu sa candidature. À combien? À Katumbi, non, il faut demander au Katumbi. Vous n'avez pas de preuves, donc il ne faut pas faire des allégations. Vous n'avez pas de preuves. De vous à moi, dites-nous d'abord, quelqu'un qui s'est dit avoir une vision pour le Congo. Quelqu'un qui chante un Congo réformé, le leadership, un Congo de leadership visionnaire, machin truc, tout ce qu'il dit là. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance, pendant que lui est le diable même de cette même gouvernance. Comment ça, les diables? Soyez élégants, mais cher prince. Lorsque votre gestion se résume par des détournements et des surfacturations, même si vous demandez à un petit enfant aujourd'hui, un enfant de l'école primaire vous dira que le père de la surfacturation au Congo s'appelle Matata Pogno.
Il a surfacturé. Plusieurs projets. Plusieurs projets. La construction de l'immeuble intelligent. Oui. Plusieurs projets d'ailleurs. Donc, vous pensez que cet immeuble intelligent Cette même personne paye même sa caution comme, pour être retenu comme candidat président de la République. Oui. Il remplit les conditionnalités prévues. Arrivé au moment de compétir, il vient désister au profit de notre candidat. Quel autre mot allez-vous donner à cela, hormis que ce n'était qu'une candidature commerciale? Moi, je vous dis que Matata sera arrêté. Mais il a dit qu'il ne va pas se présenter parce qu'il a mais encore oui, qu'il ne se présente Comment pas. Vous allez arrêter quelqu'un avec ses immunités? Ça joue en sa défaveur. Ça joue en sa défaveur. Immunité n'est pas égale à impunité. Immunité n'est pas égale à s'obstruer de la justice. Immunité ne vous immunise pas aux poursuites. Même la Constitution, même les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale autorisent les poursuites contre un député. Ok. En déant une autorisation. Très bien. Nous allons traiter donc les derniers dossiers, les tout derniers dossiers, qui est celui de l'enseignement. Nous attendons un gouvernement d'union nationale, nous attendons un gouvernement des gens qui vont travailler, nous attendons un gouvernement de personnes qui ont la carrure de changer les choses. Aujourd'hui, lorsque vous parlez du VPM l'IAO, mais ces compétences ne sont plus à débattre. Ces gens de personnes, c'est celles que nous attendons. Est-ce que Raïssa Malou a fait bien le travail ou pas? Moi, ça m'écoeure que je puisse entendre les gens, notamment Prince Kinana et les autres, faire appel à Willy Bakonga, qui du reste était connu que c'est lui qui d'abord ne croyait pas à la gratuité de l'enseignement, c'est lui qui disait qu'il n'y aura pas de gratuité de l'enseignement, c'est lui qui a été arrêté pour détournement et vol, et que vous puissiez demander qu'il puisse venir. Prince Kinana, d'abord, première question, vous allez faire l'analyse de ces portefeuilles. Deuxième question, pourquoi vous pensez que Willy Bakonga doit faire comeback ou son retour? Le chef de l'État a fait de l'éducation son cheval de bataille. Parce que vous savez que l'avenir d'un peuple ou d'une nation repose sur son éducation. Notre Bible par excellence, qui est la Constitution, prévoit à ce que l'éducation soit accessible à tout le monde. Il y est même consacré, c'est-à-dire dans la Constitution, que cet enseignement doit être gratuit. Soucieux d'implémenter cette vision, le chef de l'État avait non seulement voulu améliorer les conditions de vie des acteurs dans ce secteur, mais il a voulu qu'il y ait aussi accessibilité aux Congolais à l'éducation, mais qu'il y ait aussi un enseignement de qualité. Okay. Mais lorsque nous voyons aujourd'hui ce que le secteur de l'éducation nationale, nous plairons. Je me demande, à la fin du mandat du président Félix Antoine Tshilombo, oui, si cette question doit demeurer comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la question de l'éducation nationale, qu'allons-nous encore vanter à ce peuple? Vous plairez parce que vous pensez que ce secteur n'est pas bien géré. Ce secteur a non seulement régressé, mais au lieu d'évoluer, ce secteur involue. Ah bon? Oui. Donc l'actuel ministre, Raïssa Malou, pour vous, ne fait rien comme ça. C'est-à-dire que tous ceux qui ont succédé à Willy Bakonga, parce que vous avez parlé de lui, en commençant par Tony Mwaba, n'ont pas fait mieux que lui pour propulser ce secteur. Tony Mwaba n'a pas fait mieux que Willy Bakonga. Même Raïssa Malou, je vous donne des éléments. Allez-y. Premièrement, Willy Bakonga est ministre de l'enseignement. Le chef de l'État décrète la gratuité sur toute l'étendue du territoire national. On chiffre cette gratuité à 2,5 milliards de dollars, presque la moitié du budget national à l'époque. On n'a pas d'argent. Mais il fallait que, comme la parole du chef fait loi, que cela soit rendu visible. Bakonga en un enseignant de carrière, en un technocrate inné. Parce que
C'est un professeur, un enseignant. Il a enseigné les cours d'histoire à Massamba. Il est promoteur des oui, écoles. Ça, nous connaissons, mais n'oubliez pas aussi qu'on dit de lui qu'il est jouisseur. Attendez, il est venu avec un véhicule ici, la voiture la plus chère. C'est un faux dossier. Bakonga a commencé à se procurer de véhicules Cadillac et autres depuis à l'époque qu'il était encore simple député national ou même préfet. Il aime ça. La première personne qui a amené la voiture Cadillac ici à Kinshasa, c'était lui. Avec quel moyen? Mais il avait ses moyens en lui. À l'époque, il n'était pas encore ministre. C'est-à-dire que lui aime réformer, il aime vivre. Ça, c'est sa vie privée. Nous parlons de sa gestion dans la chose commune. Oui, puisqu'on parle de la personne, on dit que c'est un bon jouisseur aussi. Ce n'est pas un jouisseur. Et ce n'est pas un péché de jouir de ses propres moyens à lui. Bon, c'est normal que vous puissiez encourager cela parce que votre régime, on dit de vous que vous êtes des jouisseurs. Non. Dans sa gestion de la chose commune, Bakonga dit au chef de l'État, si vous voulez que l'on réussisse, nous devons mettre à l'aise les acteurs clés de ces secteurs, qui sont les enseignants. Il trouvait un enseignant avec un salaire dérisoire. L'enseignant à l'époque était négligé, l'enseignement public était négligé. Qui acceptait à cette époque d'enseigner à l'école publique? Moi qui vous parle, j'étais enseignant dans une école publique. Ah bon? Pourquoi j'ai quitté à l'époque? Parce qu'on devait se contenter d'une motivation de 7 000 francs congolais qu'on s'est partagé d'ailleurs. 7 000 francs congolais? 7 000 à l'époque. Le matriculé payé par l'État touché à cette époque à près de 120 000 francs congolais. Bakonga les quadruple. Il paye 400 000. Il redonne même le goût à cette jeunesse de rentrer dans le secteur de l'éducation nationale. Il vous a donné le goût de rentrer. L'enseignant qui était incapable de se louer une maison avait la possibilité. Il y a des enseignants qui se sont mariés même. Ils ont même économisé. Les enseignants me suivent. C'est-à-dire que ceux qui ont suivi Bakonga devaient continuer avec cet élan. Voire faire plus que ce qui était prévu à travers les accords de Bibois et autres. Vous avez suivi dernièrement la première ministre Judith Suminwa appeler les enseignants au patriotisme pendant que les ministres ont un salaire colossal. Il vient, il dit au chef de l'État, comme nous allons rendre l'enseignement gratuit. Oui. Les enseignants ne peuvent pas enseigner gratuitement. Comme nous allons supprimer les motivations, les parents ne vont plus commencer à payer. Les NP et les NU doivent être pris en compte par l'État. Il trouve 15 000 NP, il en a payé 100 000. Il vient au primaire, il trouve 55 000 nouvelles unités, il les paye tous. Et c'était le bonheur, c'est-à-dire qu'il avait déjà jeté l'éponge. J'arrive. Il avait déjà jeté l'éponge, il avait déjà jeté le pont pour la réélection de Félix Tshisekedi pour les seconds mandats en améliorant les conditions de vie de ses pères et familles. Très bien. Mais il dit au chef, comme nous voulons parler qualité de l'enseignement, pourquoi il n'y a plus qualité dans les écoles? Nous étudions à l'époque au collège. Il y avait des bibliothèques, il y avait des romans. Justement. On faisait des exposés. Mais pourquoi ça ne se faisait plus? Parce que les écoles n'avaient plus les moyens d'avoir des bibliothèques. Oui. L'État donnait comme frais de fonctionnement aux écoles 50 000 francs congolais. Bakonga paye 2 millions de francs congolais aux écoles. C'est-à-dire que ses successeurs devaient faire plus que lui. Je vous parle de 2019. Voilà. Depuis qu'il a été ministre de l'EPST, il n'a jamais touché un rond de la gratuité de l'enseignement. Ah bon? Celui que vous traitez de détourneur a organisé l'ENAFEP et l'examen d'État, les épreuves certificatives, à 5 millions de dollars. Mais lorsque Tony Mwaba arrive, il organise l'ENAFEP et l'examen d'État à 36 millions de dollars. Ah entre les deux, qui est détourneur? 5 millions et 36 millions. Vous voyez l'écart? Mais il a été victime d'une cabale par politique de haute toit que je m'y mette. Les gens ont fondé une machination politique. Lui, qui a géré le fonds Covid avec Boudimbo, en achetant des matériels d'ailleurs sous les satisfaits du chef de l'État fait entendre que Chilombo, qui s'est réjoui de commerce que la Covid a été gérée dans une école. Vous vous rappelez, d'ailleurs, Bakonga nous a sauvés de l'année blanche. En instaurant l'enseignement à distance, il s'est retouché d'ailleurs lui-même le manche de ses chemises pour enseigner à la télé. Vous n'avez pas vu enseigner l'histoire à la télé? Oui, on a vu ça. Alors, il demande à se faire soigner à l'extérieur. Il se retrouve à Brazzaville. On monte une machination, on appelle Brazzaville, qu'il y a un ministre qui se promène avec 2 millions de dollars. Non, mais il a traversé nuitamment à côté de chez lui. Juste à côté de chez lui, là, il y a le fleuve à côté là. Je vous relate les faits, non?
C'est une histoire montée par Georges Kapiamba qui n'a jamais prouvé jusqu'à aujourd'hui. C'est Kapiamba qui a... Oui, il monte des valises sur Photoshop pour mentir au Kinois que Bakonga avait traversé avec 2 millions de dollars. Brazzaville l'arrête et l'extrade. Il a été jugé, non pour détournement, non pour le vol. Bakonga a été jugé pour blanchiment des capitaux. Oui. On le trouve avec 14 700 $, mais on n'avait pas pris en compte qu'il était accompagné de son fils majeur. Donc, pourquoi il y a de ces Congolais qui exigent qu'il rentre? Oui. Parce qu'en faisant l'analyse, l'étude comparée entre lui et ses successeurs, nous avions vu que les parents ont repris avec les mauvaises habitudes. Vous savez que dans les écoles publiques, on a recommencé à payer. Ah bon? Les enseignants pleurent parce qu'il n'y a pas eu d'amélioration. Il y a des écoles qui pleurent que les frais de fonctionnement n'arrivent plus. Il y a des secteurs où les inspecteurs n'arrivent même plus par manque de motivation, par manque d'une bonne politique éducationnelle. Très bien. Il y a le conflit entre le ministère et la Dinacopé. Merci. Qui a doté à la Dinacopé, ancienne Secopé, le bâtiment qu'il y a au ministère là-bas. Merci. Avec ses propres moyens ou l'argent du frère. Merci. C'était Willy Bakonga. Prince Kinana, c'est le même Willy Bakonga là que vous défendez, c'est lui qui a dit qu'il va laisser la politique si Kabila n'est plus au pouvoir. C'est le même Willy Bakonga, oui, un autre. On parle de la dynamique politique. La dynamique politique consiste c'est la dynamique politique, très bien. Très bien. Les acteurs... D'échanger des positions à tout moment. C'est ça la dynamique. Les acteurs doivent travailler non pour les individus, mais pour l'intérêt de la République. Très bien. Le pays est un bien commun. Merci. Bakonga n'était pas au service de Kabila, il était au service de la République. Merci. Nous sommes... Lui que vous traitez des Kabilistes a mieux travaillé pour Félix Antoine Ketchiko. Merci. Mais les Tshisekedistes qui ont suivi... Merci Prince Kinana. Nous sommes donc arrivés à la fin de l'émission. Dossier Willy Bakonga, nous en parlerons de la personne, de ses convictions politiques et de beaucoup de choses qu'il a fait et qu'il n'a pas fait et que les autres ont fait et qu'ils n'ont pas fait. On en parlera parce qu'ici c'est Frère Version. Dans notre temps, restez branchés. Demain, c'est avec le docteur Patricia Gongo. Il est ministre provincial de la Santé, Prévention et Hygiène. Mais mercredi, nous allons parler Métrokin. Métrokin avec le DG Eric Onepunga, qui, à un moment donné, je les ai reçus ici avec ces fabuleux projets. Mais où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que Métrokin est maintenant? Quel est le développement de ces projets? Nous allons en parler ici, donc, mercredi. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.